toutes et à tous, merci d'être là pour cette présentation. Donc effectivement, moi je vais vous parler pendant ces 20 prochaines minutes d'outils ludiques de conception au sens assez large. Vous allez voir que qu'est-ce qu'un outil ludique, qu'est-ce que la conception, on va essayer d'y répondre de manière assez succincte. Donc, en ce qui concerne les objectifs, l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche d'inventaire avant tout, d'outils ludiques de conception. Encore une fois, on va revenir sur cette notion. L'ambition, c'est certainement pas d'être exhaustif, puisque j'ai eu l'occasion en fait de voir pas mal d'autres outils qui m'ont été transmis, qui étaient des outils un petit peu homemade, si je puis dire, par quelqu'un qui faisait un outil en PDF, qui me l'a envoyé il y a 6 ans, mais qui finalement le PDF s'est perdu. Enfin bref, en tout cas, j'en ai vu passer un certain nombre, donc il n'y a vraiment pas une idée d'exhaustivité. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi commencer à parler de manière en forme d'ébauche, d'une classification et de parler un peu des spécificités des différents outils. Pour compléter la présentation de Régis, je voudrais mettre juste un petit accent effectivement sur le fait que je vais pas mal parler d'un outil qui s'appelle les Mechanic Art et dont je suis le co-créateur, ce qui présente une problématique de subjectivité et de biais assez évidente. Donc je voulais quand même être transparent plutôt que pour adresser l'éléphant dans la pièce. Je remercie aussi Marie pour son assistance à la conception de certains visuels que je vais utiliser. Dernier préambule, je suis concepteur, je ne suis pas du tout chercheur, donc pour le coup, la forme va être... enfin, j'ai fait ce que je sais faire, voilà. Donc, peut-être ça va être bien. On va commencer par parler un petit peu sémantique quand même. Il y a vraiment une notion qui est le jeu, l'outil ludique, le jeu par le jeu. On utilise un peu pas mal de termes, même dans la présentation. Je vais passer joyeusement de l'un à l'autre. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce que, on va dire, subjectivement, j'estime ressembler à un jeu, que ce soit en utilisant le principe de jeu en tant que jeu de cartes. Alors, il y a des jeux de cartes qui sont des jeux au sens du format du matériel, mais qui pour autant ne sont pas des objets avec lesquels on va jouer, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir, tout dépend de la définition du jeu, mais des conditions de victoire, de défaite, une approche systémique avec de l'interaction, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on parle de jeux de dispositifs gamifiés, de jouets? On va plutôt parler de méta-outils de conception de jeu. Méta pour le côté, ça commence par le jeu et ça termine sur du jeu en quelque sorte. Petit aparté aussi rapide sur pourquoi est-ce que ces outils existent. Là-dessus, je vais vraiment avoir des hypothèses qui vont être posées. Ça demandera un travail assez dense d'interview en fait de différentes personnes qui ont créé des méta-outils ludiques. Donc là, on se contentera effectivement de poser des hypothèses qui sont personnelles. Soit effectivement une idée sous-jacente, c'est celle de gamifier la formation au game design, c'est-à-dire de se dire on va créer une forme d'engagement supplémentaire en parlant d'outils ludiques en soi, enfin en utilisant des outils ludiques, ou alors peut-être parce que juste c'était pratique. Enfin typiquement les spoilers, les Mechanic Arts, c'est ce qui s'est passé, c'est que finalement j'étais parti d'une logique de décomposition structurelle des jeux de société et je me suis dit que finalement le format carte pouvait être intéressant et adapté pour de la transmission et de la diffusion. Donc finalement, c'était presque un hasard, bon, à moitié quand même, que ça tombe sur un format carte qui est un format représentatif du jeu de société. Donc ça, c'est intéressant. Et troisième hypothèse, c'est le plaisir performatif d'une démarche de métaconception, c'est-à-dire c'est quand même un peu fou de se dire on a un jeu et en fait ça parle de jeu et du coup on est dans une espèce de boucle infinie, un peu fractale et c'est un peu fou. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on peut peut-être retrouver sur un des jeux que je présentais, mais on va en parler après. En ce qui concerne ces méta-outils, une première ébauche de catégorisation, c'est ces 3 typologies de méta-outils. D'une part, on va avoir les decks de cartes, donc des cartes, hein, tout simplement, qui vont avoir des formats divers et variés, leurs spécificités, on va revenir dessus. C'est ce qui fait finalement le cœur de la communication de la conférence, mais je voulais quand même vous présenter aussi 2 autres typologies qui étaient les kits de matériel, qui ont un format et des usages un peu différents, et des jeux qui parlent de jeux au sens où vous allez voir, ça va être de plus en plus large au fur et à mesure qu'on va arriver sur la fin de la conférence. Comme je disais, le cœur, ça va vraiment être les decks de cartes où il y a un certain nombre d'outils qu'on va pouvoir balayer, encore une fois avec cette démarche d'inventaire non exhaustive.
Et on va commencer effectivement par les Mechanic Art. Donc l'idée, c'est que c'est un outil que initialement j'avais conçu pour animer des ateliers de conception de jeux de société, bon, de 3 heures, pour être plus ou moins, en Europe. C'était fait un voyage en Europe d'ateliers de création pour voir comment est-ce que les gens créent des jeux dans différents pays européens. Et à ce titre-là, je me suis dit que pour transmettre le game design et pour faire en sorte que des personnes qui n'ont pas du tout de contact avec la conception de jeux puissent avoir quelques bases théoriques, ça pouvait être intéressant de présenter, de créer un outil sur mesure et de faire une sorte de décomposition. Donc c'était ça finalement l'origine des Mechanic Art. Et de base, c'était un outil qui a été pensé pour être un outil de médiation et un outil qui finalement est utilisé pour de l'analyse et pour de la conception en soi. Donc, la philosophie des Mechanic Art, vous pouvez voir qu'il y a 2 formats. Il y a le format que j'ai fait globalement en 2014 avec mes petites mains et ensuite qu'on a refait avec la société qu'on a fondée en 2016. L'idée, c'est que c'est un outil qui va décomposer les jeux de société en 3 grands composants élémentaires que sont le matériel de jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va manipuler concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir dans la main, est-ce qu'on va avoir un plateau, des cartes, des dés, des machins. Quelles compétences est-ce qu'on va solliciter dans le cadre du jeu? Donc, est-ce qu'on va faire preuve de rapidité, de dextérité, de logique, de calcul, de plein de choses comme ça, et des mécaniques ou mécanismes de jeu. On est sur un retravail sur la nouvelle version, on débat entre mécanique et mécanisme, c'est assez passionnant. Et pour le coup, c'est vraiment quelque part les règles opérationnelles et les micro-actions qu'on va faire au sein du jeu. Et vous allez voir que c'est notamment cette catégorie-là qui a été peut-être challengée par d'autres jeux a posteriori, d'autres jeux de contraintes. Donc on va retrouver par exemple la mécanique de stop ou encore sur le blackjack. Est-ce que je pioche une autre carte, une autre carte, une autre carte? Oh non, j'ai perdu. Ou les enchères, ou les échanges, ou plein d'autres choses de ce type-là. Donc voilà, il y a 3 couleurs pour distinguer les 3 catégories. Et l'idée, c'est de pouvoir systématiser quelque part le jeu de société avec ce petit jeu de cartes. Je peux vous parler du parti pris de design parce que pour le coup, il est intéressant comme cadre de comparaison pour les autres jeux qui sont présentés après. L'idée, c'était vraiment de privilégier la synthèse à l'exhaustivité pour avoir un objet qui soit opérant. Et donc, on a 36 cartes dedans, 17 cartes mécaniques, 10 compétences, 9 matériels. On peut se dire que potentiellement, c'est pas assez pour entrer dans une granularité fine pour décrire avec précision tous les jeux de société, ce que d'ailleurs d'autres jeux ont pu faire a posteriori. Mais l'idée, comme je vous disais, c'est vraiment d'avoir un outil de béniation au game design avec un atelier typique. On prend un jeu, on le décompose avec les Mechanic Art. Hop, on a compris un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière un jeu. Et ensuite, on peut piocher 3 cartes pour une nouvelle création, pour avoir un cadre de contrainte façon game jam des temps de création de jeux, de société en soi. Cette démarche de décomposition et création, encore une fois, a été réutilisée avec d'autres jeux qu'on va voir après. Il y a une nouvelle version qu'on est en train de préparer en financement participatif, mais j'en parlerai pas plus pour pas faire trop de pub. Et donc en fait, pour aller au-delà de Mechanic Art, je voulais vous parler de 5 autres decks de cartes de classification, dont un qui est apparu très tardivement. Merci à une personne qui se reconnaîtra ici pour m'avoir partagé la référence hier. C'est pas exhaustif, hein, je vous l'avais dit. Donc typiquement, on va commencer par Ludo Vortex. Ludo Vortex qui est un jeu de cartes belge qui a été conçu par Ludo ASBL, notamment Michel Van Langendonk, qui est référent notamment d'une formation en création de jeux de société en Belgique, à Bruxelles. Alors qu'ils inspirent ouvertement des Mechanic Arts, c'est marqué sur le jeu, pour le coup, c'est très clair, et qui aborde une philosophie d'un parti pris un peu différent, puisque pour le coup, on est sur 196 cartes découpées en 9 catégories, et notamment juste les cartes de mécanismes de jeu qu'on retrouve, il y en a 63, c'est-à-dire 2 fois plus que l'intégralité de toutes les Mechanic Arts en soi. Et donc, pour le coup, on est vraiment sur un jeu qui, en termes d'usage, va être assez similaire, in fine, au Mechanic Art, puisqu'on a une décomposition systémique, c'est-à-dire on va considérer que le jeu de société en tant que tel est un système, et donc, comme tout système, va avoir des petits agents, en fait, qui vont se connecter plus ou moins ensemble. On retrouve d'ailleurs des idées proches des Mechanic Art, notamment la présence de cartes de matériel et la présence de cartes de compétences, mais on a des choses supplémentaires qui vont être
être présenté, notamment ce qui sort du système du jeu intrinsèque, c'est-à-dire juste l'objet jeu, et notamment sur la partie animation, la partie expérience, la partie débriefing, donc quelque part pas juste la partie, mais aussi ce qui va intervenir avant la partie, après la partie, et notamment avec l'aspect débriefing qui vient aussi un peu chercher potentiellement du côté soit de l'animation, soit du serious game en tant que tel, pour se dire bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant la partie. Bon, voilà, c'est un autre parti pris. On peut citer également On fait un jeu, donc créé par Mathieu Boucher, édité chez Evolude, qui pour le coup a une décomposition assez similaire au Mechanic Art, mais qui a choisi en fait de décomposer les mécanismes en deux sous-catégories, que sont les mécanismes d'une part et les interactions d'autre part en soi. Donc l'idée c'était d'avoir quelque chose un peu de macro-structurel, qui définisse un petit peu le type de grandes interactions qu'on va avoir d'une part, et de l'autre côté des interactions qu'on va avoir entre joueurs et joueuses au sein de la partie. Et là, on est sur 72 cartes, donc pour le coup, le double des Mechanic Arts, strictement d'ailleurs. Ce qui induit, encore une fois de manière assez empirique, un parti pris assez différent, puisqu'on est sur un outil, peut-être qu'il y a un gradient qui va être un peu plus du côté conception, c'est-à-dire qui va viser un peu plus l'exhaustivité. Le parti pris donc de Mathieu Boucher, qui est co-auteur du jeu, on a parlé, c'était vraiment d'aller plus loin, je cite, que les Mechanic Art. Et donc l'idée de pouvoir aller plus loin, c'était de pouvoir aussi avoir une exhaustivité plus importante, une meilleure granularité plus fine, ce genre de choses. Toujours dans la catégorie jeux de cartes systémiques, vous allez voir, il y a d'autres types de jeux de cartes. On peut citer aussi IntelliJeux, qui est un jeu disponible en print and play, qui lui se concentre sur les grands jeux, donc les jeux d'extérieur. On appelle, enfin, les jeux de entre guillemets colo, pas du tout que colo, hein, bien sûr. Typiquement, le fait de pouvoir avoir des grands jeux en extérieur, les caractérise sur le site comme étant un jeu de cartes pour créer des grands jeux. Et pour le coup, on retrouve la triptyque matériel de jeu, compétences et mécanismes, mais on rajoute également une composante terrain, puisque des grands jeux en extérieur se passent sur des terrains qui vont être divers et variés. Bah, vous pouvez voir la carte amphithéâtre notamment ici, puisqu'on ne va pas créer un jeu de la même manière en amphithéâtre et sur un stade. Et j'imagine qu'une balle au prisonnier dans un amphi, ça peut être une expérience tout à fait intéressante, mais qui demande un parti pris de conception un peu particulier. Une dernière, avant-dernière pour la route, les Gamificards. Alors, pour le coup, ça, c'est un objet qui va pas parler de conception de jeu de société, parce que pour le coup, là, on est vraiment très axé sur le jeu de société initialement avec les Mechanic Art, le jeu d'extérieur avec IntelliJeux, mais néanmoins, c'est des outils qui ont une spécialisation plus ou moins assumée en soi. On n'a pas de jeu de ce type-là, ou enfin, il y en a un, mais légèrement sur les jeux vidéo, par exemple, en soi. On avait essayé de faire des Mechanic Art Escape Game, mais le projet est un petit peu dans les cartons. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder la notion de gamification, donc typiquement ajouter, prendre un dispositif déjà existant et augmenter l'engagement d'une certaine manière par des dispositifs qui viennent du monde du jeu. Et donc, ces gamificards, elles ont vraiment un autre objectif que simplement la partie création de jeux de société. Enfin, même c'est vraiment un objectif qui est tout à fait différent. Et un petit mot très rapide sur le dernier venu sur la diapositive, pour parler rapidement donc des Smeft Decks qui adressent spécifiquement la création de jeux hybrides numériques et physiques en soi, et qui a une décomposition assez intéressante puisqu'on parle de fonctions, technologie, mécanique, donc ça on retrouve, et histoire. Et je trouvais ça particulièrement intéressant parce que la notion d'histoire, vous pouvez voir ici une story card, une carte d'histoire, c'est une notion qui est finalement relativement exclusive à ce type d'outils, et même vous allez voir après, en tout cas, c'est pas ce qui est dominant en tant que tel. Les aspects narratifs sont pas le point clé. Un petit point rapide sur d'autres cartes métaludiques. J'avais envie de vous parler rapidement de Game Seeds, qui est le premier jeu que j'avais vu, un jeu de cartes sur le domaine, qui édité en 2010 et qui est désormais strictement introuvable. Il y a un site internet qui dit elles ne sont disponibles partout, elles ne seront jamais imprimées et on vous passera jamais le print and play. Donc c'est un peu dur de les trouver, c'est dommage parce que c'était plutôt intéressant. Et pour le coup, on est sur un jeu qui a été fait par une école néerlandaise à Utrecht, par des étudiants et étudiantes à l'époque, et qui a pour objectif de déterminer un jeu, donc cette fois pas par langue purement systémique, mécanisme, etc., mais par langue de hey, on va créer des personnages
personnages au sein du jeu. Et ces personnages, en fait, on va créer un ou une protagoniste, un ou une sidekick. Et à partir de ça, on va voir comment est-ce que ces personnages peuvent jouer ensemble avec des verbes d'action. Vous pouvez voir notamment Explore ici, qui est à droite, à côté enfin, sur le bas du petit carré là, en soi. Donc là, on est vraiment sur une notion c'est un jeu qui est formalisé pour être joué par équipe, de brainstorming et de création et de définition d'un personnage, d'un acolyte. Donc encore une fois, quelque chose d'assez différent. Et un dernier petit jeu de cartes pour la route, avant de passer sur les autres typologies, pour vous parler d'exégèse, que je qualifie souvent d'OVNI, ou OLNI, pour parler d'objets ludiques non identifiés. Et typiquement, on est sur une sorte de Dixit de la création de jeux de société. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur des cartes d'inspiration avec une illustration, une carte à jouer, un dé, un symbole, des cartes. Bon, il se passe plein de choses sur ces cartes. Et il y a un petit guide aussi dont l'instruction, c'est vous voulez créer un jeu, ben, regardez une carte, prenez votre intuition, parlez-en à d'autres personnes et imaginez ce que le jeu pourrait être. Donc, excite complètement la représentation systémique qu'on peut avoir avec mécanique, matériel, compétences. On est vraiment sur une logique intuitive complètement différente que j'ai malheureusement moi pas pu expérimenter avec ce jeu. Je pense que je suis beaucoup trop biaisé, mais je pourrais essayer, ce serait rigolo. Et typiquement, on est sur une démarche de création qui est finalement assez unique en tant que telle et qui sort d'un paradigme que je comprends complètement de systématisation de petits éléments en soi. Pour parler rapidement de deux autres typologies d'outils métaludiques, on va parler des kits de matériel. Alors il y en a deux, il y a la Green Box of Games et la White Box of Games qui sont développés par deux personnes strictement différentes, comme leur nom ne l'indique pas du tout. Donc le Green Box of Games, c'est essentiellement du matériel de jeu abstrait, des cubes, des dés, des tuiles, des cartes avec des symboles qu'on va retrouver entre les tuiles et les cartes, et qui a pour objectif en fait d'être un matériel, un canevas, et d'aborder la création par l'angle du matériel pur et dur en soi, avec un guide qui va proposer des règles du jeu d'utilisation. Et l'idée c'est de se dire, ah, qu'est-ce que je peux faire moi avec ce matériel pour créer mon jeu. Donc du coup ça oriente énormément la conception vers certains types de jeux, puisque quand on n'a pas le matériel qui est dans la Green Box of Games, on peut aller en chercher d'autres, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, à partir de ce matos, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le White Box of Games, c'est à peu près la même chose, mais il y a aussi un livre d'instructions quelque part pour pouvoir permettre de comprendre certains éléments de game design avec un angle un peu plus théorique après. Donc voilà, deux outils qui sont assez similaires in fine en soi, mais qui prennent l'angle plutôt matériel. Enfin, je voulais quand même une petite ouverture avec des jeux dans l'autre sens de jeu, c'est-à-dire jeux début de partie, tout ça, joueurs, interaction, qui parlent de jeux. Et on va commencer par Unboxed. Alors Unboxed, effectivement, vous pouvez voir, c'est un jeu de déduction coopératif. On trouve une boîte de jeux, mais en fait, on ne sait pas comment est-ce qu'on joue à ces jeux. Il y a du matériel, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette histoire. Et donc, c'est un jeu qui va emprunter au code de l'escape game, en quelque sorte, ou du jeu de piste, hein, parce qu'il va y avoir des énigmes à résoudre qui vont permettre de déduire des règles de jeu en soi. Et donc l'ambition du jeu, c'est de pouvoir montrer une certaine diversité, pas la diversité, mais une certaine diversité de ce qu'on peut faire comme typologie de règles dans le jeu de société plutôt contemporain, hobby gaming notamment, comme ça a été mentionné hier. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement jouer avec ce jeu pour comprendre une certaine saveur de l'univers du jeu de société en soi. Mais celui-là, il a une particularité forte, évidemment, c'est que c'est un jeu auquel on peut jouer en tant que tel. On se met autour d'une table et hop, on n'est pas dans une démarche de conception. Donc c'est un jeu qui parle de jeu, mais d'une manière assez différente et ça ne va pas aborder la partie création. Et je voulais effectivement juste faire une petite ouverture sur le jeu vidéo. Alors, pour parler de juste deux objets qui, moi, m'inspirent pas mal, qui sont Evoland et l'envers du décor. Donc, Evoland, c'est un jeu vidéo édité par Shiro Games qui retrace l'évolution du jeu vidéo de type RPG avec l'ajout de mécaniques de jeu au fur et à mesure de la partie. On commence la partie, on peut juste aller à droite et c'est tout. Et en fait, on débloque un pouvoir qui est d'aller à gauche. Donc, du coup, on peut aller à gauche et hop, on débloque le fait d'être en deux dimensions. Enfin, et ensuite, au fur et à mesure, on débloque des aspects graphiques, des mécaniques de jeu, des choses diverses et variées. Donc, quelque part, c'est une représentation historiographique interactive du concept de l'évolution de jeux vidéo type RPG, ce qui est plutôt rigolo.
Et l'envers du décor, donc c'est un jeu qui a été créé par un groupe d'étudiants et étudiantes de la licence pro de jeux vidéo, dont certains et certaines sont présentes ici, et qui a pour objectif de présenter finalement la notion de game design, mais aussi de dark patterns, donc des patterns potentiellement un peu abusifs de rétention qu'en game design on peut utiliser. Donc il se veut un jeu assez critique sur le concept de game design en soi, puisque on va être l'assistant ou assistante d'un machiniste que vous pouvez voir ici, qui a l'air un peu cool, avec des guillemets, et qui a pour objectif de distraire le personnage qu'on peut voir en arrière-fond en lui proposant des actions de jeu plus ou moins avec un certain challenge. Donc pour le coup, ça va vraiment prendre un parti pris assez spécifique avec les boucles, objectifs, récompenses, etc. et en faire une certaine critique. Donc c'est un jeu intéressant dont le successeur spirituel est en développement également. Voilà, juste pour conclure, effectivement, il y a pas mal de cartes de contraintes en soi, systémiques et non systémiques. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres. J'ai pas pu parler de tout parce que je suis déjà hors timing, mais aussi avec d'autres formats qui permettent d'avoir cette approche méta et que personnellement, j'aimerais bien te développer encore plus parce que je trouve ça plutôt intéressant. Merci pour votre attention. On a eu beaucoup de débats en interne avec mon associé qui est quelque part dans la salle, il se reconnaîtra. Le parti pris que moi j'ai en ce qui me concerne, c'est que ça me paraissait très délicat de pouvoir systématiser d'une manière satisfaisante le concept de narration et d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit que dans les angles que je voyais, mais ce qui est peut-être tout simplement une question de trouver le bon angle que j'ai pas trouvé en soi, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre science-fiction, steampunk, fantasy. Donc du coup, ça implique des biais finalement assez spécifiques et je n'avais pas forcément envie d'exclure tous les autres contextes narratifs qui pouvaient se raconter depuis la naissance de l'humanité. En plus, pour moi, ça peut avoir des biais même d'occidentalisme, d'orientalisme. Enfin voilà. Donc ça, c'était ce qui me retenait. Et je me trouvais assez vite face à une impasse en tant que telle. C'est la raison principale. En fait, j'y ai pensé, j'ai pas trouvé. Léo, il était chaud. Mais on n'a pas trouvé la manière d'orienter la conception. Mais justement, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de parler des SMEFDEX, parce que pour le coup, merci Mickaël, parce que typiquement, voilà, c'est vrai que les autrices se sont pas du tout encombrées de mes considérations que je pouvais avoir moi, et se sont dit, hop, on va proposer un certain nombre de cas sur lesquels s'appuyer, et hop, c'est intéressant en tant que tel. Donc voilà, mais finalement la conclusion, c'est que je pense qu'il y a vraiment la possibilité de trouver quelque chose d'astucieux autour de ça, mais que pour l'instant, là, j'ai pas. Ça va être un peu moins court. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de se reposer la question pour la nouvelle version, la V3. Là, dans Prismatic, là, on est plein, on se pose plein de questions, on se torture la tête, c'est super. Et pour le coup, on a vraiment cette tension de granularité, à pas vouloir faire un truc qui soit trop large, mais en même temps pas trop pointu, en même temps qui est tout dedans. Enfin, c'est un casse-tête incroyable. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour nous maintenant parce que, enfin, c'est un peu paradoxal quelque part. Les premières Mechanic Art, c'est vrai que la genèse de leur conception, j'étais en train de préparer mon voyage en Europe, j'avais plus de boulot, j'étais chez ma maman, et à un moment, ma maman qui est formatrice, maman si tu me vois, et pour le coup, à un moment, juste on discutait, comment je fais un atelier de conception, et on a discuté comme ça, et j'ai fait, ah bah tiens, ouais, je pourrais créer des cartes. Bon, pourquoi pas? Et donc, en fait, j'ai commencé à créer des cartes de manière complètement intuitive, mais en regardant des bases de données et tout quand même. Et du coup, j'ai popé quelque part une première version des Mechanic Art grâce à ma candeur et ma naïveté, hein, on va dire ça comme ça. Et finalement, le fait d'avoir un premier outil quick and dirty avec plein de défauts, mais que j'ai pu corriger en itératif, hein, des démarches de design, finalement, il n'y a que ça. En tout cas, démarche d'itération. C'est vrai que ça a permis de faire émerger un truc assez vite en soi. Mais on s'est reposé des questions sur la V2, on s'est retorturé un petit peu la tête, un petit peu moins, etc. Machin. Mais je pense qu'effectivement, la question du parti pris, elle est hyper importante et se dire pourquoi on va faire l'outil, quel est l'objectif. Nous, on a vraiment cette optique de diffusion. C'est pour ça qu'on part toujours en print and play Creative Commons. On se dit, hop, il faut que ça se diffuse au max de gens. Et donc, le max de gens, ça veut dire que ça peut tomber sur des personnes qui n'y connaissent absolument rien en conception de jeu, mais qui ont envie de pouvoir justement y aller. Donc, le fait
d'appuyer ce parti pris si on donne une ligne directrice qui est très claire. Et malgré tout, ça reste compliqué de faire du simple, ça, on est au courant. Et là, sur la nouvelle version, ben voilà, on a encore pas mal de pain sur la planche pour pouvoir avoir quelque chose de satisfaisant.